comment dirais-je, l'infirmerie, etc. Cette citadelle a été un lieu de, comment dirais-je, un lieu de torture, parce que ceux qui étaient là-haut étaient torturés systématiquement. Et ça a été aussi un lieu d'exécution, parce que beaucoup sont morts, j'en parlerai après. Et la citadelle a été aussi un lieu d'exportation. Tous les Samariens qui ont été déportés, pardon, sont passés par la citadelle d'abord. Ils y restaient quelques jours, et vous pensez bien que ce n'était pas quelques jours de rigolade, c'était... Et donc, aujourd'hui, nous souhaitons leur rendre hommage par des lectures, par des poèmes, par des textes, des témoignages, etc. Et après, nous avons notre belle chorale qui va nous interpréter les chants de l'époque. Nous avons choisi le samedi, donc la veille de la date officielle de cette année, car dire peut-être que le dimanche, qui est souvent réservé à la famille. Mais aussi parce que la cérémonie officielle aura lieu demain, place René Goblet, devant le monument au martyr Picard, ou Picard martyr. Alors, le lieu ici, poteau des fusillés, pourquoi? Parce que durant toute la guerre, les nazis ont fusillé, alors jusque-là on avait 35 résistants, et une étudiante chercheuse a trouvé 4 autres qui ont été fusillés ici. Donc ça nous en fait 39 au moins, et un corps qui n'a pas été identifié. C'est un lieu, vous pensez bien, très symbolique et très émouvant, où on les faisait descendre par un escalier dans le flanc de la citadelle. On les faisait descendre donc, pour les fusiller, et on remontait leur corps de la même manière, sauf ceux qui ont été fusillés le 2 août 1943, qui faisaient partie du groupe Michel, et qu'on a fait passer, qu'on a mis dans un camion, qu'on a fait passer par là d'où nous sommes venus. C'est pour ça que ça s'appelle le passage des martyrs. Et on avait demandé à tous les habitants qui occupaient les maisons de part et d'autre de fermer les fenêtres, de fermer les volets et de ne pas bouger. Et ils avaient posté un soldat tous les 6 mètres. Donc c'est un lieu très émouvant. Et c'est un lieu où notre association Centre de mémoire et d'histoire Somme Résistance et Déportation voudrait un centre de mémoire, puisque nous avons ce local qui a... c'est un ancien stand de tir, et qui a été construit au milieu des années 30. C'était en 1935 d'ailleurs, je crois que le lieu a ouvert une première fois, et qui a été fermé en 1993, donc à la fin du service militaire. Et beaucoup de ceux qui ont fait leur service en haut de la citadelle sont venus s'entraîner ici. Et donc, hier, ça a servi de lieu d'exécution. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à ceux qui ont été fusillés, donc ici, au poteau. Nous en sommes donc, comme je vous disais, à 39 avec un corps non identifié. Une urne que nous voyons en face contient de la terre ramenée des camps de concentration et surtout des camps d'extermination. Donc pour rappeler ce que les gens ont vécu là-bas. Donc vous comprenez bien que le souvenir aujourd'hui
des deux souffrances est présent en ce livre. Merci surtout à nos élus d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie M. Saumon, je remercie Mme Deveau, Mme Delettré, Mme Hamdan. Merci vraiment de votre présence. Vous écoutez, je pense que c'était nécessaire, on a jugé que c'était nécessaire parce qu'au niveau de la municipalité, il est prévu une cérémonie officielle demain, mais c'est celle qui a lieu tous les ans. Donc il n'y a pas de... On n'a rien vu, enfin on ne voit rien qui précise vraiment l'allégresse de la libération des camps et du retour des déportés. Maintenant, je vais donc merci à tout le monde d'être venu et vraiment nous sommes très, très contents de vous compter parmi nous. Voilà. Pour commencer donc les lectures des lettres de deux personnes qui ont été fusillées ici. Alfred Dizy était un ouvrier agricole de Morlancourt pendant la Seconde Guerre mondiale. Il participa activement à la résistance dans le département de la Somme à partir de 1941. Recherché par les polices françaises et allemandes, il vécut dans la clandestinité. Membre du Front national de Mission communiste, il devint chef d'un groupe FTP dénommé le groupe Michel, dont le chef de section était Jules Bridoux, alias Michel. Alfred Dizy, filé par la Gestapo, fut arrêté fin avril 1943 dans le quartier Saint-Roch à Amiens. Au total, 11 membres du groupe furent arrêtés soit par la gendarmerie ou la police française, soit par la Gestapo. Ils furent déférés devant le tribunal militaire allemand. Il leur été reproché une série d'attentats commis entre février et avril 1943 visant les forces armées allemandes. Le 14 février 1943, déraillement d'une locomotive à Montière. 18 février, déboulonnement des voies à Tézy-Glimont provoquant le déraillement de 2 locomotives et d'un train de marchandises. Le 8 mars, déraillement d'un train à Veluy occasionnant d'importants dégâts. Le 18 mars, déboulonnement d'un rail à Fontaine-sur-Saône provoquant le déraillement d'un train de marchandises. Le 16 avril 1943, déraillement d'un train à Angers-sur-Somme qui provoqua officiellement la mort de 25 Allemands et en blessa grièvement 50, pour ne citer que les attentats auxquels Alfred Dizy avait participé en personne. Dans sa dernière lettre, lundi 2 août 1943, ma chère petite Marthe, cher petit Charles, chère petite Thérèse, chère maman, chers frères, chers beaux-frères et belles-sœurs, et chers amis et maman Laure. Je viens d'être réveillé en cette nuit. Quelle heure est-il? Je n'en sais rien. Et l'on vient de me prévenir. Aie du courage, chère Marie-Marthe, reste forte sur le chemin que tu as encore à parcourir. Il est dur, mais tu sauras le monter pour le bien-être de nos chers enfants qui ne doivent pas savoir les horreurs que nous passons et qui seront plus heureux que nous ne l'avons été. Et de temps en temps, tu n'auras qu'à leur parler de moi, mais en souriant. Il ne faut pas que mon absence soit un obstacle pour eux. Laisse-les prendre leur plaisir comme il faut. Et toi, sois toujours courageuse. Le deuil, vous l'avez déjà fait depuis 7 mois que je suis absent. Cela suffit. Prenez vos plaisirs. J'aurais eu plaisir à voir mes enfants grandir auprès de toi, mais le sort en est autrement. Et une chose qu'il faut que tu comprennes, que ce n'est pas toi la première et peut-être pas encore la dernière. C'est ce qui prouve que dans toutes les guerres, il n'y a rien de bon à attendre, rien que de la misère. Hier, 1er août, je t'ai écrit une lettre, ainsi qu'à ma chère maman, à qui je fais déjà allusion à ma disparition. Quant à moi, je sais qu'il n'y a plus qu'un moment à passer, et j'aurais subi le même sort que René. Mais je vais mourir courageusement, sois-en certaine, et après ma vie sera faite. Je serai effacé à tout jamais de tout le monde, et toi, ma chère maman, c'est encore un rude coup pour toi à passer. Tu es encore une fois mise à l'épreuve, espérant que c'est la dernière, que lorsque cette guerre maudite sera terminée, mon frère Marcel sera rentré, que tu seras heureuse pour terminer tes vieux jours et que tu auras mes enfants qui me remplaceront. Je te les recommande également, c'est eux les plus à plaindre, ces pauvres petits. Que veux-tu, c'est la vie qui est pleine d'embûches, ne me pleure pas, ne porte pas mon deuil,
car lorsque je ne serai plus, je ne serai plus rien. D'ailleurs, ma lettre du 1er août te l'indique déjà. Embrasse bien tout le monde pour moi. Je vous ai vu une fois avant de mourir, c'est le principal. René, lui, n'a pas eu ce plaisir. Adieu, chers enfants, adieu, chère Marie-Marthe, chère maman, frère, Julien, beau-frère, belle-sœur, maman Laure et toute la famille. Adieu, chers camarades et amis pour qui, certainement, ma mort sera une drôle de surprise. Pour vous également, mais que voulez-vous, la mort de nos pères de l'autre guerre n'a pas été mise à profit. J'espère que la nôtre servira à quelque chose. Adieu et courage. Moi, je reste courageux jusqu'au bout. Faites de même. Dans quelques instants, je ne serai plus. Adieu à tous. Alfred. Arthur Maurice Lemaire. Dimanche 1er août 1943. Chère mère et chers frères, il y a aujourd'hui 103 jours que je suis emprisonné et pendant ce temps, j'ai toujours été en bonne santé et j'espère qu'il en a été de même pour vous. J'ai été condamné à mort le 23 juillet à midi avec les copains qui étaient avec moi. Hier, j'ai vu mon avocat, Maître Mahut. Il est venu nous dire au revoir. Il ne sait encore rien du recours en grâce. J'ai toujours bon espoir, du courage et bon moral, mais comme je ne sais si je vous reverrai, cette lettre sera ma lettre d'adieu. Depuis que je suis ici, citadelle d'Amiens, j'ai toujours été seul. Les 10 premiers jours, j'étais enchaîné nuit et jour, et depuis un mois, je suis au cachot pour une faute grave que j'ai faite. Je remercie de tout cœur les amis et les copains qui t'ont donné quelque chose pour moi. Hélas, cela ne m'aura servi à rien. Dis-leur que mon plus cher désir, c'est qu'ils ne vous laissent pas dans le besoin, et ainsi je mourrai content et remercie-les encore une dernière fois. Le jugement a commencé le jeudi 22 juillet et le verdict a été rendu le vendredi à 10 h. L'avocat a plaidé pour moi 5 minutes. Il a fait tout ce qu'il a pu. J'avais rêvé et je me voyais déjà dans notre maison, marié à une jolie petite femme et mes enfants courant autour de ma chère mère assise à l'ombre d'un arbre dans le champ qui est derrière chez nous, que j'aurais transformé en jardin fruitier. Hélas, pauvre idiot, le destin a décidé autrement. Au lieu de voir ma famille, ma mère et mes gosses heureux, j'aurai 12 balles dans la peau. Courage, moi j'en aurai jusqu'au bout. Je tiens à dire simplement que tous les hommes, le maire, le père et les 3 fils, ont donné leur vie pour la France. Et on ne l'a plus jamais revu. On passe maintenant aux déportés. Bonjour, donc moi je vais m'intéresser, les femmes ont donné aussi beaucoup pour la résistance et de nombreuses Samariennes ont été déportées et sur ces femmes que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. Avec l'association, on a écrit un livre qui s'appelle Destin de femmes en Somme, qui va paraître incessamment sous peu, dans une semaine. Et voilà, je vais vous lire 3 témoignages poignants de ces femmes qui ont eu beaucoup de courage. Donc, sur plus de 180 femmes samariennes engagées dans la résistance, 96 sont déportées parce que résistantes ou juives au retour des suites de leur séjour dans les camps de concentration et d'extermination. 70 sont internées à Ravensbrück et Mauthausen. Parmi elles, certaines sont déportées politiques NN, c'est-à-dire condamnées à mort par décret. C'est le cas d'Anna Fugger, dont je lirai un extrait. 12 à Auschwitz-Birkenau, dont René Pontieux, lauréat, raflé le 4 janvier 1944 à Amiens, et dont je lirai elle aussi un extrait. 12 dans les autres camps. Je voudrais citer aussi un Austruthof en France, Gisèle Renaud, amiénoise, exécutée avec 106 membres du réseau Alliance, et une à Vittel, Blanche Flintman, car franco-britannique. Avant, elles ont souvent été internées à la prison d'Amiens, ont transité par le fort de Romainville ou le camp de Royal-Lieu, ou par Drancy pour les Juives. Donc le premier témoignage est celui d'Anna Fugger.
Ce que je vais vous raconter est l'expression exacte de la vérité. Sous la désignation NN, qui voulait dire condamné à mort, nous quittions la France. Après un voyage pénible et des plus mouvementés, nous arrivions en Silésie. Enfermés quelques jours dans une forteresse, nous sommes dirigés au camp de la mort de Ravensbrück, l'enfer des femmes, la maison des mortes. Tous les jours, levés à 3h30, rassemblement à 4h devant les blocs, ou pendant 3 heures de garde, à vous, sous la pluie, la neige, le vent glacial, mouillés jusqu'aux os, nous devions attendre l'arrivée des SS pour être comptés. Défense d'échanger une parole, de taper des pieds pour se réchauffer. Si l'alignement était rompu, c'est à coup de trick que nous faisait le reprendre. Combien sont mortes pendant ce terrible appel, car les malades étaient obligés d'y assister. Pour notre nourriture, nous avions 3/4 de litre de soupe de betterave et de rutabaga et environ 200 grammes de pain noir. Un demi-litre de soi-disant café qui n'était que de l'eau chaude sans sucre, qui nous servait de boisson, et cela pour une journée. À ce régime, on s'affaiblissait vite et la mortalité atteignait jusqu'à 200 par jour et même davantage. Le deuxième témoignage est celui de René Pontieux-Louria. Parmi les rescapés de l'enfer nazi se trouve une Amiénoise, Madame Renée Pontieux, dont le père Léon Louria, industriel rue des Augustins, était président de la communauté israélite. Le 4 janvier, c'est la rafle des Juifs d'Amiens, et Madame Pontieux se voit partir pour Auschwitz-Birkenau. Madame Pontieux vit partir son père, elle ne le revit plus jamais. En arrivant, elle est impressionnée par les fumées. « Tu es venu avec ton père, dit une Polonaise à René. Eh bien, sois sûr que celui-ci ira dedans. » Et la poussant du pied, elle ajouta : « Tu sauras maintenant qu'il te faut perdre toute sensibilité. Quand les Allemands m'arrêtèrent, je caressais la grande joie d'être mère quelques mois plus tard. Quand je mis au monde un garçon, tout se passa sans aide et sans soin. Nos tortionnaires avaient bien d'autres choses à faire. 3 jours plus tard, il me fallut retourner au travail. Mon enfant, pour qui aucune formalité administrative n'avait été remplie et pour cause, était né dans des conditions exceptionnellement lamentables. Il paraissait devoir vivre quand, 8 jours après sa naissance, un docteur allemand du camp s'approcha du lit et malgré mes cris et mes pleurs, il lui injecta une dose de formol afin de le faire disparaître. La mort ne venant pas assez vite, sans que je puisse faire quoi que ce soit de ses doigts, il étouffa sa petite victime, dont le corps fut jeté dans le ruisseau près du Revire. Je suis allé rechercher son corps et je l'ai déposé à l'entrée du crématoire. Tous ces événements, après plusieurs mois d'une rude captivité, m'avaient bouleversé au point que j'eus un phlegmon. On m'opéra sans m'anesthésier. J'étais dans un état de maigreur tel que je devais marcher avec 2 bâtons. Et je terminerai mes propos par une jeune résistante de Cléry-sur-Somme qui s'appelle Anne-Marie Vion et qui a écrit un poème avant de mourir à ma mère. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté. Les livres qu'on brûlait, les gens qu'on humiliait et les bombes lancées sur les enfants d'Espagne. Alors on a rêvé de fraternité. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Lui et moi, on n'a pas supporté. Les prisons et les camps, ces gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait, et les petits-enfants entassés dans les trains, alors on a rêvé de liberté. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes, lui et moi on n'a pas supporté, alors on s'est battu, alors on a perdu. Écoute maman, il faut que tu comprennes, écoute, ne pleure pas. Demain sans doute ils vont nous tuer, c'est dur de mourir à 20 ans, mais sous la neige germe le blé et les pommiers déjà bourgeonnent, ne pleure pas. Demain, il fera si beau. Anne-Marie Vion est née le 14 août 1922. Elle est morte à Ravensbrück le 3 février 1945. Son amie, Gisèle Guillemot, lui a fait ce poème suivant. Mon amie, elle disait « Si je reviens, j'écrirai des romans. » Elle disait « Si je reviens, j'apprendrai le violon. » Elle disait « Si je reviens, j'aurai beaucoup d'enfants. » Il n'y aura ni enfants, ni violon, ni roman. Tous les lycéens, tous les étudiants d'Amiens. Bonjour, alors je vais vous lire 2 poèmes. Le premier s'appelle Dora et a été écrit par Stanislas Radzinski. Tel du bétail, nous dormons dans des trous. Pour nous, le soleil ne brille pas. Pour nous, aucune étoile ne s'allume. Pour nous, il n'y a que des roches abruptes, des murs froids et morts. Des machines à forer la montagne grondent sans répit. C'est infernal. L'air est lourd et dans les ténèbres des galeries, la poussière empoisonnée colle comme un meurtrier à nos talons, comme un couteau tranchant.
Elle entaille nos poumons, enlève les couleurs de nos joues, brouille nos yeux et couvre nos vêtements et nos cheveux d'un gris uniforme. Nous n'avons pas le temps de nous plaindre, encore moins d'enlever de nos yeux cette poussière collante. Nous ne sommes que des ombres, des silhouettes aux joues creuses qui vont au-devant de la mort dans les catacombes. Le désespoir, l'angoisse, rongent nos cœurs comme des loups affamés. Des prières expirent et se brisent sur les rochers insensibles. Le second poème s'appelle « Trois amis » et a été écrit par Serge Smulevic le 24 décembre 1945. Trois hommes se serrer, trois têtes se vider, trois faces verdissées, sur 80 cm de paillasse et de sang, du sang bien rouge s'écoulant. Un Français teint très blanc, un Russe aux belles dents, un Polonais râlant, sur 80 cm de paillasse et de sang, du sang bien rouge s'écoulant. Paris, Kiev, Cracovie, trois villes, trois patries, trois hommes, trois amis, mourez doucement en rêvant d'amour et de pain blanc, de vie et de bon temps. Ma ville si jolie, Cracovie, Cracovie. Adieu mon beau pays, adieu l'un des rêves fut fini, adieu l'amour et le pain blanc, adieu la vie et le bon temps. Ma ville si jolie, adieu Kiev, adieu qui. Un autre rêve fut fini, adieu l'amour et le bon temps. Ma ville si jolie, Paris, mon beau Paris, un dernier rêve fut fini. Un Français, un Russe, un Polonais. Trois hommes, trois amis, sur 80 cm de paillasse et de sang, laissant là leur pan blanc, la vie et le bon temps, étaient morts en rêvant de Paris, Kiev et Cracovie, leur ville si jolie. Ensuite, Gérard Cosette va nous lire un texte. Oui, je vais vous lire un texte de 1912 à Paris. Et il épouse en 1939 l'institutrice d'Alencourt dans la Somme et se fixe dans ce village. En 1943, il rejoint les rangs de l'organisation civile et militaire et se lance dans la distribution. Il est arrêté le 8 juin 1943, torturé, envoyé à Compiègne puis déporté à Buchenwald le 16 janvier 1944. Buchenwald se trouve en Allemagne, dans la province de Thuringe, et se composait de deux camps, le Grand et le Petit Camp, lesquels se trouvaient sous la domination d'un commandant SS. L'effectif global des deux camps était de 30 000 internés. Le Grand Camp regroupait les deux tiers, le Petit un tiers. Dans ce Petit Camp étaient placés les hommes jugés inaptes à travailler, qui subissaient des expériences médicales. André Chauvin était placé dans ce Petit Camp et est parvenu à y sauver deux déportés de l'extermination. Il a été libéré en avril 1945. André Chauvin a habité Saleux et a été conseiller municipal puis maire de 1969 à 1977. Il est décédé en janvier 2001. Alors je vous laisse son texte. Alors, souvenir. Souvent je pense à vous, compagnons de misère, à Durand et Dupont, qui avaient tout donné. Si l'un était de Brest et l'autre de l'Isère, tous les deux résistants et aussi internés. Si l'un croyait au ciel, l'autre n'y pensait guère. Le premier fut patron, le second ouvrier. Tous les deux, ici-là, combattaient comme frères. Ils craquaient l'occupant, aussi le négrier. Dans un camp outre-Rhin, transformé en bagnard, l'un et l'autre au labeur freinaient la production. Mais la faim et le froid, les coups des charognards, hélas, devaient finir par l'extermination. Pour le bien de chacun et l'honneur de la France, comme nombreux Français, leur vie ils ont donné. À ces héros martyrs, on doit reconnaissance. Il faut le souvenir, ne pas l'abandonner. À cause de résistance ou de discrimination raciale, 40 000 seulement sont rentrés d'Allemagne. Ginette Kolinka est une de ces survivants. Ginette est née le 4 février 1925 dans une famille juive non pratiquante. En 1942,
Sa famille quitte la région parisienne pour se réfugier à Avignon. Le 13 mars 1944, elle a 19 ans. Suite à une dénonciation, elle est arrêtée par la Gestapo avec son père, son petit frère, il a 12 ans, et son neveu, 14 ans. Le 13 avril 1944, ils sont déportés. Elle sera la seule à rentrer. Elle avait 20 ans, elle pesait 26 kilos. Pendant 40 ans, elle ne souhaite pas transmettre son histoire. C'est au début des années 2000 qu'elle décide de sillonner la France pour raconter son vécu. Elle va dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes. En 2019, son premier livre est édité, Retour à Birkenau. Le 9 décembre 2021, invitée par le collège Édouard Lucas et notre association, Ginette, 94 ans, est arrivée de Paris par le train. Elle témoigne. 16 avril 1944. Le train s'arrête enfin. Derrière la porte, on entend des voix qui crient, des chiens qui aboient, le bruit des gonds que l'on déverrouille. Un air vif pénètre le wagon, comme c'est bon, après ces heures passées recroquevillées dans la pénombre et la puanteur. Des soldats hurlent. Schnell, on nous pousse, on nous soulève de force, on nous fait signe de descendre. Il y a des cris, des bousculades, des ordres en allemand. Je ne comprends rien, quelqu'un me traduit. On va vous emmener à pied, au camp, mais il est loin, il y a des camions pour les plus fatigués. Quelqu'un crie, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Nous sommes regroupés par 5, chaque rang passe devant des soldats qui nous trient. Je suis bonne pour marcher, les autres montent dans les camions. Après 1 kilomètre de marche environ, nous tournons à gauche pour pénétrer dans un vaste bâtiment. Des femmes nous attendent, 2 par 2. Nous sommes debout. Déshabillez-vous, ordonne-t-elle. On nous demande d'avancer. Une des 2 femmes me saisit le bras. Je suis nue. Elle me tatoue, matricule 78 599. À peine tatoués, nous sommes dirigés vers une autre salle. Là, des femmes nous rasent. Certaines parmi nous les pressent de questions. « Mon fils est monté dans le camion, mais où est-il » Et ces filles de répondre « Vous voyez la fumée dehors, ils sont là. Ce sont leurs corps, vos familles qu'on brûle. » Elles balancent ça, mais personne ne les croit. Comment voulez-vous les croire? On nous pousse vers les douches. Pas de savon, pas de serviette, juste de quoi nous mouiller. Nous nous regardons, nus, rasés, grelottantes, hagardes, avilies. Une mère n'aurait pas reconnu sa propre fille. Les filles nous jettent des haillons à la figure. Les juifs n'ont pas le droit aux robes rayées. C'est trop beau pour elles. Les robes rayées sont pour les prisonnières politiques. Une fois vêtue, une femme me retourne et me peint une grande croix dans le dos. Elle m'emmène avec les autres. Souvenez-vous, n'oublions pas. Attends, la vidéo.